Manaus, la capitale de l'Amazonie, au Brésil. 5 heures du matin, au mois d'avril. Une équipe de l'aventure des plantes, le professeur Jean-Claude Hayon, botaniste, et le caméraman Philippe Fagnan s'embarquent sur le Rio Negro. À Manaus, le fleuve est large et le courant est fort. Il s'agit, pour Jean-Claude et Philippe, de le remonter pendant quelques heures, jusqu'à trouver de l'eau calme. La plante qu'ils cherchent vit à l'état sauvage dans les bras morts du fleuve. Enfin, la voici. Un botaniste l'a dédiée à la plus célèbre des reines d'Angleterre, c'est le Victoria Regia. Ses feuilles ressemblent à d'énormes plateaux à tarte. On dit qu'elles sont capables de supporter le poids d'un enfant. Aucun des enfants présents n'a voulu essayer. Il y a tout de même dans l'eau des piranhas et des serpents venimeux. D'ailleurs, c'est surtout la fleur du Victoria Regia qui nous intéresse. C'est la fleur la plus héroïque du monde. Il faut dire que le Victoria Regia fait partie, avec les magnolias, les lotus colorés et les autres nénuphars, de ces premières fleurs de l'histoire des plantes qui sont les pionniers de la fécondation par l'insecte et qui n'ont trouvé, depuis l'aube des temps, que des partenaires grossiers, non spécialisés, brutaux, dévastateurs, les coléoptères. Alors, voici ce que fait la fleur. Très courageusement, il faut dire, le soir, vers 17 heures, elle s'ouvre, toute blanche et vierge, parée pour le sacrifice. C'est l'heure pour les scarabées de venir au pillage. Ils commencent à se conduire en sauvage. Tout ce qu'ils trouvent dans la fleur, ses étamines, ses ovaires, ils le mangent. Mais voici que la fleur se referme sur eux, les emprisonne. Elle ne les libérera que le lendemain matin, parfois au bout d'une nuit et d'une journée entière. Évidemment, pendant ce temps, les coléoptères déchaînés saccagent tout à l'intérieur. Tant pis, la fleur supporte stoïquement. L'important, c'est que pendant ce temps, ils se chargent de pollen et en déposent aussi sur les ovaires. Au moins sur ceux qui échapperont au massacre. Enfin, c'est la libération des prisonniers. Entre-temps, les fleurs ont pris une coloration rouge et ont perdu leur odeur. Les scarabées n'ont pas souffert. Pour eux, ça va très bien, merci. La fleur, par contre, est dévastée. Mais s'il y reste un ovaire non dévoré, sur lequel ils ont laissé du pollen, ça suffit. C'est à ce prix que le Victoria Regia paie sa fécondation. Pour assurer la descendance, il faut payer tribut aux barbares. Maintenant, nous sommes en Indonésie, grâce à un document de la télévision de Jakarta. À 70 km de la capitale, dans le célèbre jardin botanique de Bogor, un cas très rare vient d'être signalé. Il ne se produit que tous les 3 ans. C'est la floraison spectaculaire d'un monstre végétal, Amorphophallus titanum, ce qui signifie en forme de phallus géant.
monstre floral qui peut atteindre 1,50 m de hauteur en 2 ou 3 jours et à la vitesse incroyable d'1 cm/h. Il fleurit normalement en pleine forêt vierge de Sumatra. C'est une sorte d'arôme géant qui dégage une odeur abominable pour attirer des scarabées qui vont le dévaster, mais aussi le féconder. Après quoi, il disparaît, pour au moins 3 ans. Ce genre de fécondation primitive nous ramène à l'ère secondaire. Dans les pays tempérés, on peut voir des coléoptères de toutes sortes atterrir par hasard sur des fleurs évoluées, où ils n'ont rien à faire d'intelligent. Que la fleur soit moderne, dotée d'un équipement sophistiqué pour attirer les abeilles, ça leur échappe complètement. Ils ne font pas la différence entre un pétale, une étamine et un ovaire. Ils avancent comme des bulldozers et mangent tout ce qui leur tombe sous la patte. C'est pourquoi certaines plantes ont découvert tout de même un peu mieux, à savoir les diptères, ou si l'on veut, les mouches. Déjà, la mouche possède un suçoir, c'est mieux. Ça lui permet de faire moins de dégâts dans une fleur. Ce n'est pas encore toutefois ce qui lui ouvre la clientèle des fleurs les plus perfectionnées. À ce propos, voici l'histoire d'un autre monstre végétal. Dans la forêt de Sumatra, sous les arbres, c'est la pénombre, humide. Pour aller chercher la lumière indispensable à la photosynthèse, les fleurs doivent donc se débrouiller pour allonger leurs tiges, former des lianes, grimper dans les branches des arbres. Mais tout en bas, à côté d'une liane, voici la graine du monstre. Elle a décidé de ne pas s'enraciner sur le sol. C'est tellement plus facile d'exploiter les autres. La petite graine se débrouille pour pousser dans la fissure de la liane qui est une vigne sauvage. Elle se développe en la vampirisant, juste assez pour qu'elle puisse continuer à faire la photosynthèse à son profit. Elle devient un bouton qui devient gros comme un chou, qui explose et qui devient une fleur énorme. Un monstre de fleurs, sans racines, sans tiges, sans feuilles, puisque c'est la liane qui a tout ça pour elle. Une fleur champignon qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre de diamètre et peser une dizaine de kilos. C'est la plus grosse fleur du monde. La plus horrible aussi. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a besoin d'être pollinisée, comme tout le monde. Donc visitée par des insectes. Mais lesquels ? Les papillons, vous pensez bien, sont là-haut, au soleil, avec les fleurs fréquentables. Alors il reste les mouches. Et pour attirer les mouches, la fleur vampire monstrueuse imite la consistance, la couleur et la puanteur d'une viande en décomposition. Les mouches sont attirées dans une sorte de cratère d'où elles ressortent complètement abusées, mais saupoudrées du pollen du monstre. Il s'appelle le Rafflesia arnoldi. Tout de même, ne disons pas trop de mal des diptères. Ce sont des pollinisateurs moins brutaux que les coléoptères. Avec les mouches, déjà, on peut discuter. Ainsi, l'arôme sauvage s'est organisé pour être un extraordinaire piège à moucherons. Un piège qui ne tue pas. Ce qu'on voit de l'extérieur, ce n'est pas la fleur. C'est une feuille transformée, chargée d'attirer les moucherons. On l'appelle la spathe. Elle dégage en s'ouvrant une odeur à moucheron, désagréable pour l'homme. Et voici le piège. À l'intérieur, en bas, les fleurs femelles. Au centre, des fleurs mâles. En haut, des fleurs femelles, mais stériles. Alors à quoi servent-elles ? Eh bien, vous allez voir. Dans un premier temps, les fleurs femelles du bas produisent des gouttelettes de nectar pour attirer les moucherons qui les piétinent et les fécondent en y déposant du pollen qu'ils apportent avec eux d'un autre arôme. Deuxième temps, les fleurs mâles du haut produisent du pollen et le déversent sur les moucherons pour qu'ils en emportent ailleurs. Voici à quoi servent les fleurs femelles stériles, tout en haut.
Elles ont allongé leur organe femelle, leur style, de façon à former une grille pour retenir les moucherons. Juste le temps qu'il faut. La grille ne s'ouvrira, en se fanant, qu'une fois le travail des moucherons terminé. Ils resteront prisonniers tant que l'arôme ne sera pas fécondé. À mesure que la plante noue des relations avec des insectes de plus en plus raffinés, elle améliore donc sa technologie. Certaines mouches sont d'ailleurs beaucoup plus fines mouches que d'autres. Ainsi, les syrphidés. Leur bonne éducation se devine à leur élégance raffinée et se constate par deux perfectionnements. D'abord, un corps velu, capable de fixer le pollen, mais aussi la première ébauche d'un instrument qui sera industrialisé par les papillons. Une trompe, un peu plus allongée que le suçoir, ce qui leur permet de sonder des fleurs un peu plus profondes. Mais ce ne sont jamais que des mouches technocrates. Nous allons voir beaucoup mieux. C'est avec les lépidoptères, en gros les papillons, que la pollinisation devient une spécialisation et une technique beaucoup plus développée. D'abord, le régime alimentaire du papillon est beaucoup plus strict. Il ne se nourrit que de nectar, ne touchant ni au pollen, ni au tissu de la fleur. Selon leurs mœurs, les papillons assurent un service de 24 heures sur 24. Quant à la productivité, elle est tout simplement fabuleuse. Un papillon butine parfois une fleur en moins d'une seconde, la plupart du temps sans s'y poser. Pour avoir le temps de l'observer, il faut utiliser le ralenti. Un papillon peut butiner plus de 25 petites fleurs à la minute, soit 2 secondes par fleur, voyage compris. L'arme secrète des papillons, c'est la trompe. Elle leur permet de sonder les corolles les plus profondes et les plus étroites. Mais voici la vraie pollinisation scientifique, celle des hyménoptères. D'abord la guêpe. Elle n'est pas encore aussi professionnelle que l'abeille. Elle a la langue trop courte. Ne pouvant sucer que le nectar des fleurs les moins profondes, elle se contente de tout ce qui est d'accès facile. La guêpe n'emmagasine pas de miel pour ses enfants, elle ne fait que se nourrir. Et pour ça, il lui suffit de visiter quelques douzaines de fleurs par jour. Ce n'est donc pas une pollinisatrice très efficace pour les fleurs. D'ailleurs, la nature a son ordinateur. Elle s'arrange pour que les guêpes et les abeilles ne se gênent pas trop. La sortie des guêpes n'est programmée que pour le milieu de l'été, ce qui les amène à exploiter les fruits sucrés autant que les fleurs faciles. Tandis que le top est donné aux abeilles beaucoup plus tôt, au printemps, en même temps que la sortie de toutes les fleurs à corolle. Et la pollinisation se fait alors à un rythme fantastique. Pourquoi ? Parce que l'abeille, qui doit faire des provisions pour ses bébés, est condamnée à amasser 25 fois plus de nectar qu'elle n'en consomme elle-même. Les mouvements de celle-ci sont ralentis 2 fois et demi. Elle visite un chaton de saule. Un chaton mâle qui est pour elle un véritable grand magasin à pollen. Elle rassemble celui-ci en tas, puis le mélange à du nectar pour en faire une pâte bien collante. Elle envoie le tout vers ses pattes arrière, où de chaque côté, à l'extérieur, elle a des poils qui forment des paniers à pollen, ce qui finit par lui faire comme des culottes. Elle prend soin de bien équilibrer la charge des 2 côtés. Un seul plein de nectar oblige l'abeille à exploiter près de 200 fleurs. Il n'y a pas intérêt à traîner. L'abeille vole à la vitesse phénoménale pour sa taille de 3 mètres à la seconde, même quand elle rentre chargée, fatiguée, et après une dure journée de travail pendant laquelle elle a visité plusieurs centaines de fleurs.
Mais une telle cadence demande aussi de l'organisation. Butiner n'est pas du tout ce qu'on croit, aller de ci, de là au gré de sa fantaisie. C'est du travail à la chaîne. En fait, l'abeille fait du staccanovisme. L'Allemand von Frisch, en 1955, raconte comment une ouvrière qui aborde une fleur pour la première fois commence par tâtonner, puis met longtemps pour réussir à y introduire sa trompe, à y trouver le nectar. Mais au bout de 5 à 6 tentatives, elle a compris. Elle a repéré l'architecture de la fleur, les balises de guidage colorées ou odorantes. À partir de là, elle économise les gestes. Et elle recherche toujours la même fleur. Voici un aconite, proche de l'aconite des Alpes, mais d'origine chinoise. Cette abeille, qui arrive pour la première fois, semble hésiter et cherche à comprendre où se trouve le nectar. Ce n'est pas évident pour elle. En effet, dans les aconites, le nectar est caché sous un grand capuchon que seuls les bourdons ont la force de soulever. D'ailleurs, ce sont eux qui pollinisent généralement ces fleurs. Voici les 2 pétales que l'aconite a transformés en distributeurs de nectar. On voit très bien le nectar briller en haut et à droite. L'abeille ne peut accéder au nectar qu'en s'infiltrant dans les fleurs et en se mettant sur le dos, au prix de toute une gymnastique. Sinon, sa trompe est trop courte. Bref, elle remplace la force par la débrouillardise. Pour assurer sa reproduction, l'aconite s'y prend en 2 temps. D'abord, il présente ses étamines. Si un insecte arrive, il emportera du pollen sur son corps. Dans un deuxième temps, l'aconite écarte ses étamines et présente bien au milieu son organe femelle. À ce moment, l'insecte ne peut que déposer du pollen. Ainsi, les aconites ne peuvent pas se féconder eux-mêmes. Maintenant, votre attention s'il vous plaît. Voici le champion poids lourd, le Cassius Clay des insectes pollinisateurs. À la fois le punch et la technique, le bourdon. Et d'abord, voici l'histoire du bourdon et de la marine britannique. Pour les écologistes, elle est classique. Il faut d'abord dire que la fleur de trèfle, elle aussi, est activement pollinisée par les bourdons. À tel point que l'introduction du bourdon en Nouvelle-Zélande, à la fin du siècle dernier, s'est traduite par une hausse spectaculaire de la récolte du trèfle. Grâce à quoi, aujourd'hui, les Néo-Zélandais, envoyant de la viande de bétail à l'Angleterre à un prix compétitif, perturbent le marché commun européen. Mais restons en Angleterre. Darwin écrit « Le bourdon visite seul le trèfle rouge, parce que les autres abeilles ne peuvent pas en atteindre le nectar. » Nous pouvons donc considérer comme très probable que si le genre bourdon venait à disparaître ou devenait rare en Angleterre, le trèfle rouge deviendrait aussi rare ou disparaîtrait complètement. Or, le nombre des bourdons dépend dans une grande mesure du nombre des mulots, qui détruisent leur nid et leur rayon de miel. Or, le colonel Newman, qui a longtemps étudié les habitudes du bourdon, croit que plus des 2/3 de ces insectes sont détruits chaque année en Angleterre par les mulots. D'autre part, c'est toujours Darwin qui parle, chacun sait que le nombre des mulots dépend essentiellement de celui des chats. Et le colonel Newman ajoute « J'ai remarqué que les nids de bourdons sont plus abondants près des villages et des petites villes, ce que j'attribue au plus grand nombre de chats qui détruisent les mulots. » Il est donc parfaitement possible
que la présence d'un animal félin dans une localité puisse déterminer dans cette même localité l'abondance de certaines plantes, en raison de l'intervention des souris et des bourdons. Voilà donc ce qu'écrit Darwin. Ce à quoi l'allemand Haeckel a ajouté, mais le trèfle, abondant grâce aux chats, sert de nourriture principale au bétail. Et les marins mangent surtout de la viande de bœuf. Donc, les chats contribuent à faire de l'Angleterre une grande puissance maritime. Après quoi, Thomas Huxley alla plus loin en suggérant que les vieilles filles anglaises, en raison de leur amour immodéré pour les chats, sont à l'origine de la puissance de la marine britannique. Enfin, le français Fichesser, poussant la pointe humoristique à son terme, estime que la puissance maritime de la Grande-Bretagne, en privant les épouses de leurs maris et en vouant beaucoup d'hommes au célibat, a une évidente incidence sur le nombre de vieilles dames anglaises amoureuses de leurs chats. Ainsi, la boucle est bouclée. Tant qu'il s'agit de pénétrer dans des corolles profondes, comme la digitale, ou de visiter des fleurs ouvertes, pour le bourdon, c'est de la promenade. Là où il est imbattable, c'est quand il s'agit de sonder des fleurs où le nectar est caché au fond d'un éperon étroit et profond. Le chèvrefeuille, la capucine, le delphinium, par exemple. Vous allez voir ce qui se passe avec le delphinium. Top! Le bourdon vient de se faire coller du pollen sur le ventre. Lui, il ne pense qu'au nectar. En transparence, on voit très bien comment, pour l'atteindre, il allonge sa trompe jusqu'à 2 cm de longueur. Vous voulez voir mieux fonctionner la trompe? Voilà. Nous sommes d'accord avec vous. Ce que nous venons de faire à ce bourdon, c'est une mauvaise farce. Aussi, nous allons nous faire pardonner. De l'eau mélangée avec du miel, dans un tube, en veux-tu, en voilà. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, l'éperon du delphinium est exactement de la longueur de la trompe du bourdon. Ça, c'est un delphinium au moins 4 étoiles. Tous ces exemples montrent en fait que si l'insecte dans l'évolution fait un effort vers la plante, il n'est pas le seul. La plante réussit de son côté à faire un effort vers l'insecte, en animalisant en quelque sorte cette partie d'elle-même qu'est la fleur. Par l'intensité, la profondeur des relations qu'elle entretient avec les insectes, la plante est en quelque sorte mise en demeure d'adapter sa forme à leur anatomie et à leurs mœurs. Elle finit par avoir, comme l'insecte, un comportement acquis. Depuis des millions d'années que l'aventure a commencé, qui donc s'est le plus adapté à l'autre? L'insecte ou la fleur? En fait, comme de vieux amoureux, ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre.